Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. On se retrouve dans cet épisode pour un débrief de la quatrième journée de MLS qui a eu lieu ce week-end. Une journée où ça a été assez surprenant puisqu'il y a eu quand même sur 15 matchs 8 victoires à l'extérieur, ce qui est très rare en MLS, 4 matchs nuls et seulement 3 équipes se sont imposées à domicile. On a eu 38 buts au total, soit une moyenne de 2,5 buts par match et il y a eu un 0-0. Eh bien écoutez, sans plus attendre, on se retrouve tout de suite pour le débrief de cette quatrième journée. Let's go! Les premiers matchs qui nous étaient donnés à voir hier étaient Red Bull New York qui recevait Orlando et Toronto qui recevait Chicago. Alors du côté des Red Bull New York, ils ont concédé un match nul de partout chez eux face à Orlando. Un match assez équilibré et je vous avoue pas forcément fou. Les Red Bull New York ont été assez catastrophiques défensivement, ce qui leur ressemble pas. Et ils se sont vraiment trouvés de A à Z sur le premier but et l'alignement de la défense laisse vraiment à désirer sur le deuxième parce que Pasalic se retrouve vraiment tout seul pour finir en face à face avec Coronel qui a été encore plutôt bon hier et leur a un peu sauvé les meubles. Bon, ils ont quand même dominé les Red Bull New York, ils ont eu le ballon, mais voilà, ils ont été punis sur ce match par une équipe d'Orlando qui continue à être très intéressante en transition rapide, hein, ça se projette très vite. Les Red Bull New York ont eu 2,21 de XG et Orlando 1,65. On est clairement, comme je le disais, hein, sur un match équilibré où le nul est mérité des deux côtés. Voilà, il n'y a pas une équipe qui s'est plus dégagée que l'autre. Par contre, du côté de Toronto, donc Chicago s'est imposé 2-1. Comme je vous le disais jeudi soir, c'était pour moi la belle cote à prendre. Cette équipe de Chicago, je la voyais à 3 sur les bookmakers et ça me paraissait bien haut. Toronto 0,60 de XG, Chicago 1,25. J'ai regardé la deuxième mi-temps et la logique a été respectée. Chicago a été dominateur et en face, on a, comme tous les week-ends, une équipe qui a été faible, qui a peu d'armes. Alors, ils ont mis un beau but sur un service de Bernardeschi. Mais voilà, c'est une équipe qui défensivement est beaucoup trop fébrile. Ola Brynildson, l'attaquant, a été remplacé avant le début du match parce qu'il a eu un problème à l'adducteur, nous a dit Robin Fraser. Donc ils savent pas exactement ce que c'est pour le moment et la gravité, mais ça devrait pas être à long terme. Mais en tout cas, voilà pourquoi l'attaquant n'a pas joué hier. Ensuite, on a eu le match qui opposait LAFC à Austin un petit peu plus tard dans la soirée. LAFC s'incline 1-0 à domicile. J'attendais vraiment une victoire de LAFC malgré leur enchaînement en CONCACAF. Le score logique aurait été un 0-0. Beaucoup d'approximations dans le dernier tiers de la part des LAFC, des passes ratées, des passes trop compliquées, un manque de connexion. Bouanga un peu trop individualiste. Sengi Under, on l'a pas vu, donc faut que ça prenne un peu. Et je pense que physiquement, il est encore un peu court. David Martinez a montré des bonnes choses à son entrée. LAFC, ils ont dominé, mais en étant assez stérile offensivement. Et Austin, alors certes, il gagne un 0, mais comme d'habitude, Austin, c'est une équipe qui envoie des grands centres, qui joue ses va-tout sur les coups de pied arrêtés en cherchant Vasquez. Et bah, hier, voilà, sur leur seule occasion, c'est un coup de pied arrêté. Bon, Lloris a la main un peu molle, et ça fait but. Donc sinon, à part ça, bah, il y a une énorme occasion. Kuzuni loupe à la 60e minute, et Brandon Vasquez a été fantomatique. Comme je le disais hier sur X, pour moi, on a le Brandon Vasquez du Mexique et pas celui de Cincinnati. On rappelle que c'est quand même un joueur qui est tout le temps dans la surface, qui a besoin d'être alimenté pour marquer, qui va pas forcément participer au jeu. Mais hier, ça a été quand même un fantôme devant, même si certains vont dire, bon, il pèse sur les défenses adverses, oui, mais c'est pas ce qu'on attend d'un joueur qu'on recrute 10 millions en MLS et qui a prouvé à Cincinnati qu'il pouvait être un top joueur, un top attaquant. On est, comme je le disais, une équipe qui est un peu, pas anti-football, mais qui envoie des grands centres, des grands ballons, ça exploite tous les coups de pied arrêtés. Ça a pas payé sur les 3 derniers matchs, ça a payé cette fois-ci. Ils ont su faire le dos rond. LAFC a eu beaucoup d'approximations, donc je pense que le match nul, comme je le disais, aurait été logique le 0-0. Mais bon, Austin fait la belle opération et se repositionne bien. Après cette victoire à LAFC, on rappelle, le BMO Stadium, c'est très compliqué d'aller gagner là-bas. Et ensuite, on a eu les matchs de la nuit. Donc Charlotte recevait Cincinnati.
Je voyais Charlotte favori et bon, bah, ils se sont imposés 2-0 face à une équipe de Cincinnati sur les rotules. La semaine sans match de CONCACAF va faire du bien, permettre de récupérer parce qu'hier, on a eu une grosse bagarre. On s'est commencé à Charlotte. Il y a des duels dans tous les sens, une grosse intensité athlétique. Et la défense de Charlotte, c'est un mur. Et quand t'as passé ce mur, t'en as un deuxième qui s'appelle Kalinja. Clairement, la meilleure équipe a gagné hier. Charlotte a eu 1,38 de XG et Cincinnati 0,83. Et je le dis, je me positionne. On a Adilson Malanda, le défenseur central français de Charlotte et le meilleur défenseur central de MLS actuellement. Il a muselé Denki, je pense que Denki doit traîner au fond de sa poche actuellement. Et Tim Rim sur le côté gauche a été incroyable. Lui aussi, je crois qu'il a mis, enfin, c'est même pas que je crois, c'est qu'il a mis Luca Orechano dans sa poche. Charlotte a été chirurgicale en deuxième mi-temps. Et comme le disait Tim Rim, ils se sont dit à la mi-temps, Cincinnati va plonger physiquement, on les assomme, ils ont accéléré, ils ont mis 2 buts et ensuite ils ont géré plutôt tranquillement. Du côté de Cincinnati, ils ont perdu Miles Robinson qui est sorti à la demi-heure touché, c'est Tina Jadebe qui l'a remplacé, donc c'est une perte importante, hein, leur taulier derrière. Ils ont été vraiment cueillis à froid au début de deuxième, hein, sur 2 banderilles assassines. Mais je tiens à noter une chose, c'est que Cincinnati à l'extérieur, c'est compliqué. C'est 4 buts encaissés à Philadelphie, 3 buts aux Tigresses et 2 à Charlotte. Donc mine de rien, bah, c'est une équipe qui a quand même encaissé 9 buts en 3 matchs à l'extérieur et qui s'incline à Charlotte, qui est pour moi l'une des meilleures équipes, très bien structurée. Aguiemang a marqué et a été vraiment très bon et élu homme du match par les fans de Charlotte. Wilfried Zaha, ouais, il a fait du Wilfried Zaha, bah, a râlé dans tous les sens. Evander du côté de Cincinnati a été intéressant, mais c'est pas ce qu'on attend. On en attend beaucoup plus. Après, voilà, j'attends vraiment que Cincinnati, les joueurs soient reposés pour vraiment juger cette équipe qu'on va voir dans les semaines à venir monter en puissance. Un match également que j'ai regardé, c'est DC qui recevait Montréal. Eh bien, le 0-0, il est sur ce match. Et clairement, alors ça aurait pu tourner d'un côté ou de l'autre. Montréal, alors Herbert se tape 2 fois les poteaux. Il y a eu un but refusé à Benteke, tout à fait logiquement puisqu'il s'emmène la balle de la main. Peglo et Pirani, les 2 Brésiliens, ont été intéressants, mais il y a un joueur que je veux signaler à DC qui est énorme, c'est Eno au milieu. Il a un boulot assez impressionnant. DC, après, ils ont pris sur leurs 4 défenseurs, il y en a 3 qui ont pris un carton jaune, tous les défenseurs sauf Bartlett, donc ça a été compliqué de défendre. Mais cette équipe de Montréal monte en puissance. J'ai vu un Campbell qui a résisté à Benteke athlétiquement sur le début de match et même sur la durée du match. Il a dû sortir à la fin parce que mine de rien, il était cuit, je pense, et que Benteke il vous offre un défi athlétique sur 90 minutes très compliqué. Et le seul duel qu'il a perdu où il se fait avoir par expérience, c'est bah, le but refusé à Benteke qui aurait pu coûter cher. Malheureusement, Montréal, je trouve que c'est dommage parce qu'ils ont des principes de jeu qui commencent à se voir, mais c'est trop direct parfois. Il y a des bonnes intentions, mais ils tentent des passes compliquées, ils veulent aller trop vite vers l'avant. En tout cas, il y a un joueur qui est très important dans cet effectif pour le moment, c'est Prince Owuzu. Alors, il n'a pas de réussite, mais par contre, c'est un joueur primordial dans la tenue de ballon, la ressortie des balles, il obtient des fautes, il permet au bloc de remonter, c'est vraiment un bon match. Sirois a été très bon hier, il n'est pas de garantie de sérénité, on va dire, sur les 3 premiers matchs. Hier, il a fait un match impeccable du début à la fin. Donc moi, qui suis pas un grand fan du gardien, faut quand même le signaler quand il est bon. C'est dommage parce que Montréal aurait pu aller chercher une victoire et ça aurait pas été un hold-up, comme je le disais. 2 poteaux pour Herbert. Les 2 équipes ont eu leur période de domination, ont su faire le dos rond. Donc voilà, bon, c'est un match nul qui est plutôt logique. Mais en tout cas, c'est encourageant pour Montréal parce qu'on sait qu'à d'ici, c'est jamais facile d'aller prendre des points. Un match qui était en même temps, c'est NYCFC qui recevait New England. Alors clairement, j'ai vu des bouts de match et le résumé, c'est pas le match de l'année. New York l'emporte logiquement. 1,12 de XG et les Revs 0,39 de XG. Je l'ai dit hier sur X. Les Revs en 4 matchs, ils cumulent seulement 1,35 de XG. Ils ont toujours pas marqué, hein, parce qu'hier, mine de rien, c'est un CSC assez dingue de Thiago Martins. Franchement, je vous invite à aller le voir. Il y a quand même MLS qu'on peut voir des CSC comme ça. On va pas se répéter sur les rêves, c'est une équipe qui est en difficulté. On a vu Carles Reel, des vidéos de lui complètement abattu à la fin du match. Leur coach a pas voulu répondre sur le fait que Carles Reel pouvait être dégoûté, mais on sent que leur coach ne trouve pas la solution pour le moment. Il y a eu beaucoup de changements dans cette équipe. Et il s'incline face à une équipe de New York qui, mine de rien, confirme qu'à domicile, elle sera embêtante et qu'elle sera pénible à jouer, qui a dominé le match. Voilà, New England, c'est une équipe qui est très faible. Je pense que pour le moment, c'est même l'équipe la plus faible de MLS avec Toronto. C'est vraiment 2 équipes qui sont en difficulté et où des coachs ne semblent pas trouver la solution pour le moment.
Un match fou qui se jouait, un petit peu plus tard, c'était SKC qui recevait Minnesota. Alors 3 partout, mais SKC à 0,44 de XG et Minnesota à 2,33 de XG. Il y a le ballon orange qui a été sorti parce qu'il s'est mis à neiger, mais c'est une anomalie, hein, clairement, que SKC accroche un 3 partout avec un XG de 0,44. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'ils ont rien lâché. Menés 3-0 à domicile, ils ont retourné le match en 12 minutes, donc Minnesota a clairement craqué. Poulskamp a été bon, il peut rien sur les 3 buts, mais en fin de match, il leur permet de tenir ce match nul. Minnesota a démarré déjà avec Yeboah sur le banc. Apparemment, il était touché à la hanche, donc diminué. Alors, il était quand même sur le banc, mais ils n'ont pas pris de risque. On a eu le but de la semaine pour moi. Alors, il y a Chicho Arango qui met un superbe but en ciseaux, mais Hassani Dodson a mis un superbe but. Le premier but pour Minnesota, une volée incroyable. Et même sans Yeboah, mine de rien, on a une équipe qui en première mi-temps a été un rouleau compresseur très forte en transition, comme sur les premiers matchs, et qui a puni SKC dès qu'il y avait de la place dans leur dos. Mais en deuxième mi-temps, eh ben, ils se sont écroulés, ils se sont fait assommer, je pense, par cette équipe d'SKC qui a été assez surprenante et qui a eu énormément de réussite. Un autre match que j'ai regardé, c'est Dallas qui recevait Vancouver. On pouvait se dire, eh ben, Dallas à domicile aura une carte à jouer comme je le pensais. Vancouver va être peut-être fatigué. Eh ben non, Vancouver 1 de XG, Dallas 0,23. Et Vancouver continue de performer. La machine est bien huilée. Il y a des principes de jeu. Ils savent faire le dos rond une fois qu'ils mènent. Et ils marquent sur une tête de Blackmon. Ils ont dominé, eu les meilleures occasions. Ils méritent leur victoire. Vraiment une équipe qui a 12 points sur 12. Donc 4 matchs, 4 victoires, qui est encore en CONCACAF, c'est très intéressant. À l'inverse de Dallas, où c'est vraiment une bouillie de football. Lucho Acosta, on sent, on voit le body language, il n'a pas envie d'être là. Je sens le fiasco arriver avec Lucho Acosta du côté de Dallas. Il est allé pour l'argent là-bas. Tu sens qu'il n'a pas envie d'être là, il fait pas d'efforts. Et puis, bah, il faut le dire aussi, hein, tu joues avec Kamungo, tu pètes un câble. Franchement, le mec, il va, ok, il court vite, mais un ballon sur deux, il te fait une passe, il te vise, il met le ballon à 2 mètres. Les conduites de balles, ça va en touche. Enfin, c'est quand même compliqué, hein. Petar Musa et Lucho Acosta sont quand même les seuls à essayer de faire quelque chose. Et Petar Musa, bah, faire le jeu, c'est pas du tout son jeu. Lui, c'est vraiment un attaquant de surface. Donc voilà, une équipe inquiétante de Dallas qui, mine de rien, est à 2 défaites de suite à domicile. Une autre équipe qui est en difficulté, c'est Houston qui recevait Salt Lake. Alors là, on a eu une bagarre dans tous les sens du terme, ça a chauffé. Houston a 2 de XG et Salt Lake 1 de XG, mais c'est bien Salt Lake qui l'emporte. Houston, ils ont une capacité de réaction qui a été intéressante parce qu'ils étaient menés, ils sont revenus dans le match, ils auraient pu passer devant avec un super but, une volée d'Amin Bassi, mais ça a été refusé puisque bah, Ponce était en position de hors-jeu et masque le gardien de Salt Lake, donc but refusé. Salt Lake a ouvert le score au bout de 45 secondes par Gonçalves sur une défense gruyère qui s'est fait transpercer en plein milieu et on a un coup de tête magnifique de Diego Luna pour donner le 2-1 juste avant la mi-temps. Et puis cette équipe de Salt Lake a fait le dos rond, donc ils prennent leurs 3 points à Houston. Salt Lake, toujours une équipe pénible, j'avais du mal en début de saison, mais qui est en train de monter en puissance et qui est intéressante. Saint-Louis qui recevait Seattle. Alors, ils ont gagné 1-0, mais il n'y a vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent sur ce match du côté de Saint-Louis. C'est, un but, assez pas gag parce qu'en fait Ragen glisse et met la main sur le ballon à 25 mètres du but et ils se font punir par un superbe coup franc par contre, faut le dire, de Lowen, qui met un beau but. Donc voilà, voilà comment il y a eu le but. Mais après on a eu une grosse bataille au milieu de terrain, c'est un peu là où ça s'est joué. Je pense que le 0-0 était assez logique, où Seattle a eu 0,63 de XG et Saint-Louis 0,97. À noter que Roman Burki n'était pas dans la composition de départ parce qu'il s'est fracturé la main le matin du match, donc c'est son remplaçant qui a été sur le terrain. Seattle, il est temps que les joueurs soufflent, un peu comme Cincinnati, j'ai senti les joueurs fatigués, même si ça a été l'équipe la plus dangereuse et maître du ballon. Christian Roldan est sorti blessé, il avait l'air complètement usé, complètement cuit, ça se voyait à son visage. On ne connaît pas la nature de sa blessure, mais bon, Seattle va devoir souffler, mais Saint-Louis, je suis pas rassuré parce que c'est une équipe qui aussi entre le bien et le très moyen. Donc hier, c'était très moyen. Moi, ils l'ont reporté sur un coup franc. Écoutez, c'est bien joué de leur part. Une équipe, par contre, qui surprend, c'est San Diego, un partout face à Columbus à domicile. Columbus, pareil, qui enchaîne et qui est sorti de la CONCACAF. Columbus, après un gros enchaînement, avait ouvert le score. Ils ont eu 0,93 de XG et San Diego 1,95. On voit clairement que Dreyer, du côté de San Diego, le monsieur plus, ils ont été très dangereux sur coup de pied arrêté. Hier, ça a été très bien tiré du côté de San Diego. Une équipe qui a vraiment des beaux principes de jeu. J'avais des doutes sur leur défense et ben, je suis clairement rassuré. Columbus,
Même s'ils étaient fatigués, on est une équipe qui a su faire le dos rond, accrocher un nul à l'extérieur face à une belle équipe de San Diego. Ça a manqué de fraîcheur pour aller chercher un peu plus. Schulte les a sauvés à la fin. Diego Rossi a eu une occasion pour marquer le but de la victoire, mais réduit à 10 à la 60e minute. Ils se sont dit on garde le match nul et parce qu'Amundsen a été expulsé en tant que dernier défenseur. Une équipe à l'expérience de Columbus qui a su faire le dos rond dans une période difficile et on a eu en face une belle équipe de San Diego. Un match que j'ai commencé à regarder mais je suis pas allé jusqu'au bout puisque le sommeil m'a rattrapé, c'est San Jose qui recevait les Rapids. San Jose a eu 2,41 de XG et les Rapids 1,82 et c'est bien les Rapids qui l'emportent. Mais là, il faut souligner la performance XXXL de Zach Stephen. 14 arrêts, 1,67 buts évités et des arrêts vraiment monstrueux. Je vous invite à voir le résumé. Zach Stephen a dégoûté les attaquants de San José. Il a fallu un ciseau magnifique de Chicho Arango pour revenir au score, mais ça n'a pas suffi. Ils se sont fait manger en première mi-temps les Rapids, mais Stephens les a maintenus vraiment à flot. Et ils ont encore été une fois cliniques et montré de l'expérience malgré une équipe jeune. San José, c'est une équipe qui, mine de rien, sur 2 matchs de suite à domicile, s'incline 0/6. C'est pas rassurant, San José. Ils ont quand même des principes de jeu qui sont difficiles à voir. C'est une équipe qui a beaucoup de coups de pied arrêtés, mais qui a beaucoup de déchets. J'ai du mal à voir la connexion Arango, Joseph Martinez, Espinoza, Hernan Lopez qu'on attendait tant. Bruce Arena a encore un peu de boulot sur son équipe et on est quand même sur une défense qui a du mal à gérer ce qui se passe dans son dos parce que les 2 buts qu'ils prennent, c'est encore des ballons dans le dos de leur défense où elle se fait transpercer en plein milieu et puis les attaquants adverses se retrouvent en face à face. Donc c'est un problème que va devoir régler Bruce Arena. Rodriguez était sur le banc, c'était un peu la surprise au coup d'envoi. Écoutez, je j'ai pas d'infos sur le choix, mais en tout cas, c'est une équipe de San José qui va devoir se reprendre et les Rapids qui confirment leur bonne forme. On a eu 3 matchs à suivre ce dimanche. Le premier c'était Philadelphie qui recevait Nashville et Philadelphie s'est incliné 3-1 malgré un XG de 2,35 et seulement 1,67 pour Nashville. Un très gros match de l'équipe de Nashville, mine de rien, qui a vraiment surpris Philadelphie de A à Z. Ils leur ont fait péter un câble, ils sont sortis du match. Bon, il faut dire aussi que l'arbitrage a été cataclysmique dans ce match. Un penalty évident n'a pas été sifflé en deuxième mi-temps sur Quinn Sullivan. Et juste derrière, on a un penalty sifflé sur Mukhtar pour une tête, on va dire, en retard de Gleznes, c'est très discutable, mais si tu siffles celui-ci, tu es obligé de siffler l'autre sur Quinn Sullivan. En tout cas, du côté de Nashville, vraiment, Kazem confirme homme du match. Et encore un très très bon match. Mukhtar a apporté ses corones, on dira, et a sorti une panenka face à André Blake sans hésiter. Et le piqué Surridge a été vraiment bon en première mi-temps. Alors vous savez que je suis pas un grand fan du joueur qui est souvent beaucoup en surface, qui a été beaucoup plus mobile et il a été plutôt en jambes. Le premier but, il se le fait tout seul, il dribble, il élimine, il rentre. D'ailleurs Westfield très compliqué du côté de Philadelphie, mais on va y venir après. Mais sur une deuxième occasion, Surridge il a l'occasion de décaler Mouklar qui est tout seul plein axe, il ne le fait pas. Bon, Nashville, ça n'a pas eu d'impact puisqu'il s'impose. Et Philadelphie qui était pour le moment sur un 100% de victoire. Premier coup d'arrêt à domicile. Lukic a encore mis un sacré but, un sacré pétard, hein, une sortie un peu aux fraises de Joe Willis, le gardien de Nashville, mais qui s'est bien rattrapé par la suite en arrêtant le penalty de Quinn Sullivan. Il y a beaucoup d'espaces défensifs qui sont laissés dans leur dos, hein, Philadelphie. En première mi-temps, les buts, c'est très très limite l'alignement. Westfield, le jeune, je pense qu'il va vite retourner sur le banc, vu que Nathan Ariel est rentré assez rapidement dans le match. Parce qu'hier, ça a été très con pour lui. Il s'est pris un peu le feu de son côté. Leur coach n'a pas voulu s'apitoyer sur leur sort. Il a expliqué qu'en effet, il n'était pas d'accord avec les décisions arbitrales et le penalty non sifflé, mais qu'ils en ont eu un, qu'ils l'ont loupé et que c'est comme ça. Le deuxième match de la soirée à 21h45 heure française, c'était Portland qui recevait LA Galaxy. Une première mi-temps assez terne, même si Portland a clairement dominé les débats. Ils ont été plutôt stériles. Mais LA Galaxy avait McCarthy de retour dans les buts et ça s'est senti. Ils étaient beaucoup plus sereins. On sent qu'il y a un leader qui était dans les buts, qui a fait du bien sur certaines interventions. Et le Galaxy a été beaucoup mieux en deuxième mi-temps. L'apport des remplaçants, Miki Yamane, Ramirez sont rentrés. On a eu vraiment un changement, un déclic. Ça manque quand même encore de créativité au milieu, hein, il faut le dire. Il n'y a plus Brugman, il n'y a plus Ricky Pucci. Mais par contre, on est quand même sur une équipe qui a su réagir après avoir été menée, qui ne s'est pas enterrée elle-même comme elle a fait sur les premiers matchs. Un Gabriel Peck plutôt bon. Et Ramirez qui remplace l'horrible Miguel Berry. Et au bout de 10 minutes sur le terrain, il a marqué sur une belle ouverture de Zanka, le défenseur.
Cette équipe du Galaxy me rassure, hein, on voit qu'il y a quand même les principes de jeu qui sont là. Par contre, Emiro Garcés était sur le banc et je comprends un peu plus pourquoi. Je suis pas un grand fan du joueur. Alors ceux qui jouent aux jeux fantasy, vous allez vous dire: «Ah mais pourquoi?» Eh ben regardez-le jouer au foot, c'est un bourricot. Alors très athlétique, il court vite, il compense beaucoup par sa puissance physique, mais il peut tout gâcher à la dernière minute sur un tacle complètement débile, il y a pas d'autre mot. Les 2 pieds en avant sur, je sais plus quel joueur qui rentre dans la surface et normalement il y a pénalty. L'arbitre, même avec le VAR, ne le siffle pas. Bon, ils s'en sortent très très bien le Galaxy. 0,86 de XG et Portland a eu mine de rien 0,69. Comme je vous le disais, on a eu une équipe qui a été dominatrice en première mi-temps. Ça s'est rééquilibré en deuxième mi-temps, mais qui n'a pas été dangereuse en fait. Il n'y a pas eu de grosse occasion. On a bien sûr Dacosta qui a été très en jambes, Santi Moreno également. Ça a fait du bien de voir les deux à la baguette. Et bien sûr, Felipe Mora qui marque son but d'opportuniste. Voilà, Felipe Mora, un attaquant bien trop sous-coté en MLS. Le main event, le dernier match, le Sunday Night Match qui nous était proposé en MLS, c'était le gros Atlanta-Miami. Atlanta contre l'Inter Miami. Miami s'est imposé au Bank Stadium 2-1 avec un XG de 1,01 et Atlanta de 1,78. On avait le retour de Brooks Lennon, donc l'équipe type, hormis Klitsch qui était absent. J'ai vu la première mi-temps, après j'ai vu que le résumé qui a vraiment fait un bon début de match. Il roulait sur Miami au début avec un but de Emmanuel Latlas de la tête sur un super service de Lennon, hein, comme quoi le retour de Lennon, j'en parle depuis quelques semaines, est très important. Et on a eu ensuite un but refusé, pareil, à ce même Emmanuel Latlas pour un hors-jeu très limite, mais il y est. Et après, bah, c'est un autre match. Miami sur une erreur de Bartos Lis qui perd le ballon, fait sa spéciale crochet, petite balle piquée sur Brad Guzan. Et en deuxième mi-temps, on a eu un Inter Miami dominateur qui trouve la faille à la 88e sur une. En plus, c'est dommage parce que Brad Guzan a été incroyable encore hier. Il a vraiment. C'est son match hein, contre Miami. Et même, j'ai envie de dire, il est très en forme. On rappelle Brad Guzan, 40 ans. Et il s'incline sur une tête anodine au deuxième poteau de Fafa Picault, un peu à 2 à l'heure, qui vient mourir dans le petit filet. Donc voilà, Miami s'impose à Atlanta 2-1 dans ce match. Eh bien écoutez, on arrive au bout du débrief de cette journée. Encore un grand merci à vous d'être si nombreux à écouter. N'oubliez pas que l'épisode avec Quentin Westberg est toujours disponible. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à le noter, à le commenter. Et puis on se retrouve jeudi soir pour l'épisode de présentation de la 5e journée, puisque même s'il y a trêve internationale, la MLS joue ce week-end. Allez, à très bientôt dans MLS Time.